Bonjour à tous et puis merci beaucoup d'être venus. Donc, et puis encore une fois, merci au personnel de Théa d'avoir soutenu efficacement ce congrès. Il y a Céline que je connais bien qui est au fond. Et donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Céline, ou... Tout à l'heure. Ouais, tu diras un mot tout à l'heure. Donc peut-être aussi quand il y aura la personne de la mairie, ça sera peut-être bien parce que bon, quand même, vous êtes quand même Clermontois et oui, 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 oui. Nous aussi, on est fiers, surtout quand ils gagnent au rugby. Mais... Donc bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer un petit peu en avance de phase pour pouvoir laisser du temps après à Madame la maire ou je sais pas si c'est l'adjointe au maire quand elle viendra pour qu'elle puisse commencer. Donc en fait, je vais peut-être moi commencer. Donc en fait, j'ai le premier topo, donc ça tombe bien, comme ça va être facile. Donc je vais juste demander, voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter en fait une des études qu'on réalise à l'Institut de la Vision. J'avoue que je ne l'ai jamais présentée dans aucun congrès. Donc en fait, vous avez la primeur. C'est quelque chose qu'on essaye actuellement de breveter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de nom de molécule ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas encore dans un état où on peut en parler librement. Mais c'est pour au moins vous montrer le principe et vous montrer qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent et qu'on peut espérer quand même entrevoir des traitements à plus ou moins court terme. Donc l'idée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rétinopathie pigmentaire, souvent il y a une atteinte des bâtonnets. Les personnes perdent les bâtonnets. Et puis un peu plus tard, il y a une atteinte des cônes. Et les cônes, c'est les photorécepteurs qui nous permettent d'avoir une très 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 bonne vision en région centrale, qui nous permettent par exemple quand on fait de la couture de mettre le fil dans le chat de l'aiguille, donc d'avoir vraiment une extrêmement grande précision. Et puis aussi, c'est les photorécepteurs qui nous permettent de voir les couleurs et surtout de nous permettre de voir aussi pendant le jour. Parce que les bâtonnets, en fait, c'est la vision nocturne, c'est-à-dire c'est la vision au clair de lune. Mais bon, au clair de lune, éventuellement, si vous avez vos cônes, vous pouvez toujours allumer une lampe électrique. Par contre, si vous perdez vos cônes, pendant la journée, vous ne voyez rien. Donc l'idée de laquelle on est parti, c'est de se dire qu'il faudrait arriver à trouver un moyen pour faire vivre les cônes. Il faut arriver à sauver les cônes. Et donc c'est un peu le processus sur lequel on est parti avec ma collègue Valérie Frado. Et donc c'est un peu l'histoire que je vais vous montrer. C'est un travail, ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ce sujet. Et vous allez voir un petit peu l'aboutissement de ce travail. Voilà. Alors l'idée, c'est que en fait, Valérie, elle a la capacité en fait, de purifier les photorécepteurs à cônes. Et donc, elle a fait une préparation où 99% des cellules, c'est des photorécepteurs à cônes. Et donc, elle est capable de les garder en culture, en survie, en état de survie, et éventuellement d'appliquer dans le milieu des molécules. Et donc, elle a criblé pas mal de molécules pour essayer de voir est-ce qu'elle en trouve qui tuent les photorécepteurs. Vous allez me dire, mais c'est pas, elle n'a rien compris et on veut les sauver. Oui, mais ce qu'on voulait, c'est avoir un moyen de pouvoir justement cribler après des molécules qui seraient capables de les sauver quand on sait les tuer. Donc en fait, elle a trouvé effectivement une molécule qui est finalement un agoniste, un antagoniste d'un récepteur, donc une protéine qui est sur les photorécepteurs. Et quand on applique quelque chose sur cette protéine, ce récepteur, eh bien, on peut induire la dégénérescence des photorécepteurs, de ces cônes. Donc en fait, on reproduisait un peu ce qui se passe dans la pathologie, c'est-à-dire que les photorécepteurs dégénèrent.
Et donc là, eh ben, elle a commencé à cribler justement des molécules qui vont les sauver. Et elle en a trouvé, ceux qui ne voient pas l'image qui est à l'écran, en fait, à gauche, il y a une image de ces photorécepteurs où on voit des boules en particulier qui représentent en fait la partie qu'on appelle le segment interne des photorécepteurs où il y a toutes les mitochondries. Et puis il y a aussi leur terminaison, c'est les synapses de ces photorécepteurs. Et donc on voit que quand elle applique une molécule, elle peut les tuer. Donc on voit que le nombre de cellules vivantes diminue. Et puis si elle ajoute une autre molécule, ben, on voit qu'on garde toutes les cellules. Donc on a bien notre modèle où on peut tuer les cellules et les préserver. Et donc après, on s'est demandé, ben, ce mécanisme-là, est-ce qu'il arrive plutôt dans une rétine? Est-ce qu'on peut le modéliser? Donc au début, on a utilisé des rétines en culture. Donc on est capable de cultiver la rétine à l'état de tissu. Et donc on l'a fait. Si vous pouvez me remettre les... Et puis après, on s'est demandé, est-ce que si on applique ces molécules qui tuent les photorécepteurs in vivo, ça va aussi marcher? Et donc en fait, on a injecté ces molécules sous la rétine, c'est-à-dire au contact des photorécepteurs. Et non seulement on a tué les photorécepteurs qui sont marqués sur l'image en vert, mais aussi on a induit ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, c'est-à-dire que quand vous tuez les photorécepteurs, eh bien vous avez des cellules qui sont un peu les éboueurs de la rétine qui arrivent pour faire le ménage. Et là, en l'occurrence, elles sont représentées en rouge. Donc en temps normal, vous en avez quelques-unes qui sont par là, qui mesurent s'il y a des problèmes. C'est un peu les agents de police. Et puis, quand il y a une mort des photorécepteurs, en fait, il y a toute une escouade qui arrive pour faire le nettoyage. Et donc on a vu ça, effectivement, que quand on fait l'injection sous la rétine, ben, on voit c'est justement ces éboueurs qui arrivent. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi compté les photorécepteurs. Donc on les a marqués avec des colorants. Et on peut en fait visualiser que, effectivement, lorsqu'on traite avec notre molécule toxique, on en perd beaucoup. Donc a priori, on est capable de tuer les photorécepteurs à cône. Bon, nous, on était déjà contents. Vous allez me dire, bah, on n'y est toujours pas là. Et donc, on est même allé chez des primates. Parce qu'en fait, les souris, c'est bien, mais c'est des souris. Est-ce que les souris ont des photorécepteurs qui n'ont pas du tout la même taille, la même morphologie que les photorécepteurs humains? Par contre, les primates, ils ont une macula comme nous, c'est-à-dire une partie centrale avec une haute acuité, une haute définition, où il n'y a que des cônes. Et donc, on s'est demandé, ben, si on faisait la même chose sur des primates, est-ce qu'on arriverait à tuer ces primates tuer les photorécepteurs. Ah non, là, j'y suis pas du tout, là, ça va pas. Donc, on a, de la même manière, injecté au contact des photorécepteurs ces molécules pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, ben, déjà, on a mesuré l'activité. Et donc, on a une technique où, en fait, on flash des carrés sur la rétine et on peut mesurer l'activité. Et on a pu montrer que quand on injecte nos molécules toxiques, ben, on a une perte de fonctionnalité des cônes. Donc, c'était déjà une évidence que, sûrement, il y avait aussi un effet sur les photorécepteurs du primate. Et puis après, on a regardé le fond d'œil des animaux. Et quand on regarde le fond d'œil, on sait plus ou moins où on a injecté la molécule, parce qu'il y a comme une petite marque quand même. La rétine se recolle, tout redevient normal. Il y a une toute petite marque, comme si ça faisait un petit bourrelet au niveau de la zone où ça se recolle. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de la macula, en fait, on a une grosse tache pigmentée. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit dans rétinopathie pigmentaire, c'est parce que le fond d'œil se pigmente. Mais aussi dans la DMLA, souvent, il y a une pigmentation comme ça au niveau central. Dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a cette pigmentation qui intervient. Donc on était assez intéressés. Alors après,
on a une technique, hein, vous connaissez tous, l'OCT, la tomographie par cohérence optique, où en fait on fait une coupe optique de la rétine. Donc l'animal est vivant, hein, comme vous, et on vous fait une coupe optique. Et là, donc, on a fait les coupes optiques à la fois de l'œil normal, mais aussi de l'œil traité. Et donc, en fait, ce qu'on voit, je suis sûr qu'Isabelle, elle le regarde et se dit, mais il est malade. Et donc, on peut agrandir un petit peu l'image pour que ceux qui voient puissent voir les détails. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que normalement, en fait, à l'OCT, on voit 3 couches dans la zone des photorécepteurs, et en particulier une qui représente les segments internes et externes des photorécepteurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la zone où on a injecté le produit, on voit disparaître cette couche, et elle est interrompue, elle a disparu. Or, la présence de cette couche, c'est un peu le signe précoce dans la DMLA. Et en plus, on voit qu'il y a la pigmentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on la voit aussi sur la coupe, parce qu'on voit des taches blanches au niveau de la macula qui normalement ne devraient pas être là, puisque normalement ça devrait être une couche uniforme, une seule couche, et en fait on voit des éléments surnuméraires. Et ça, c'est aussi un peu la marque qu'on voit dans certaines DMLA. Et donc, pour nous, c'était intéressant parce qu'on a l'impression qu'on se rapproche de symptômes qu'on voit dans certaines pathologies humaines. Et après, on a une technique qu'on appelle l'optique adaptative, où en fait, on peut voir les photorécepteurs au fond d'œil, et on peut même les compter. On peut compter les photorécepteurs. Et quand on a fait ça sur nos primates, il y a des zones non injectées où on peut bien compter les photorécepteurs. Mais quand on passe dans la zone qui a été injectée, on ne peut plus compter les photorécepteurs. C'est comme si tout était devenu flou. On ne voit plus vraiment les photorécepteurs. Et en fait, c'est le signe qu'il y a bien eu un impact sur les photorécepteurs à cône. Donc après, on a été obligé... On a regardé plus en détail certaines OCT, et en fait, ce qui nous a impressionné, c'est qu'on voyait des zones aussi qui se développaient et qui développaient ce qu'on appelle des pseudo-drusènes. Donc, ce n'est pas les fameux drusènes dont vous avez tous entendu parler dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais c'est des pseudo-drusènes qui sont vus aussi dans des formes très précoces de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc en fait, ça aussi, ça nous a interpellés parce qu'on ne s'attendait pas à voir toutes ces images de dégénérescence maculaire. Alors après, on a voulu regarder en histologie, en fait, à quoi ça correspondait. Et donc, on a pu avoir des coupes histologiques de ces animaux, et on a fait des marquages immunocytochimiques pour visualiser les différentes couches, et en particulier l'épithélium pigmentaire et les segments externes internes des photorécepteurs à cône. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a traité nos animaux, eh bien, les segments internes et externes des photorécepteurs disparaissent pratiquement complètement. Il n'y a que des restes très, très éparses. Et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des espèces de boules qui se développent, et c'est des boules pigmentées à la surface de l'épithélium pigmentaire. Et ça, c'était aussi un marqueur de tissu quand les patients ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, on se dit que là, on est en train de peut-être commencer à avoir peut-être le premier modèle inductible d'une pathologie qui se rapproche de la dégénérescence maculaire ou de pathologie rétinienne. Donc ça nous a beaucoup interpellés, beaucoup intéressés, mais on n'y est toujours pas parce qu'on n'a toujours pas un traitement. Donc on est revenu à notre culture de photorécepteurs de pores isolés, où on a 99%. Et là, on a eu un partenariat avec en fait un laboratoire de chimie, et on leur a dit,
donnez-nous des molécules pour qu'on puisse tester s'il y a des molécules qui peuvent protéger les photorécepteurs. Et donc, en fait, on a regardé la survie des photorécepteurs et on voit que suivant les molécules qu'on utilise, il y en a qui n'ont aucun effet, on reste au plancher. Et puis, il y en a d'autres qui font survivre les cônes. C'est ça qu'on voulait. Et qui font même très, très bien survivre les cônes parfois. Donc, en fait, là, ça devient intéressant. Alors après, vous allez me dire, mais est-ce que ça peut servir dans la rétinopathie pigmentaire? Alors, vous savez qu'on a des modèles animaux de rétinopathie pigmentaire, dont une souris qu'on appelle la souris RD1. C'est une souris qui avait été isolée dans les animaleries en 1923. Donc, vous voyez qu'elle est vieille. Et donc, en fait, on utilise beaucoup ce modèle parce que c'est très rapide. En fait, en un mois, on perd les cônes, les bâtonnets, mais on perd aussi rapidement les cônes derrière. Donc pour nous, c'était assez intéressant. Mais alors, c'est un modèle dramatique. Hein, c'est très rapide. Et donc, il faut que les molécules soient vraiment efficaces pour faire quelque chose. Et donc, on a fait des cultures de ces rétines et on a appliqué nos molécules pour savoir est-ce qu'elles vont protéger les cônes. Et là, on a trouvé effectivement les molécules qu'on avait isolées. Il y en a certaines qui sont assez efficaces. Et on voit en fait à gauche, la colonne de gauche, c'est la souris normale, enfin la souris RD1 qui a perdu tous ses photorécepteurs. En haut, la ligne en pointillé, c'est une souris sauvage. Et on voit que certaines des molécules ici, elles font survivre jusqu'à 50% à peu près des photorécepteurs à cônes. On a maintenant certaines des molécules qui nous font survivre jusqu'à 70% des cônes sur ce modèle qui est si drastique. Donc on continue. Hein, l'idée, c'est qu'on veut avoir des molécules qui soient hyper efficaces et surtout où en fait on applique des concentrations très très faibles, parce que l'idéal si on pouvait trouver une molécule extrêmement efficace, ça serait de pouvoir l'appliquer dans des gouttes. Et on a ici l'entreprise Théa qui est spécialiste des gouttes. Et l'idée, c'est que on pourrait chaque matin mettre une goutte et que en fait, le produit, s'il est efficace à très très faible concentration, il diffuse suffisamment vers la rétine pour être protectrice. Et donc, c'est un peu le process sur lequel on est engagé, c'est essayer de trouver les molécules hyper efficaces pour ça. Et donc, on a déjà commencé aussi à voir si on pique la souris vivante, est-ce que certaines de ces molécules sont efficaces? Et on voit qu'on en a une là qui double le nombre de photorécepteurs sur cette période aussi dramatique. Alors la difficulté, si on a fait avant le criblage sur des cultures, sur des rétines en culture, c'est parce qu'il n'y a pas toute la difficulté de savoir si la molécule, elle va être incorporée, elle va passer dans le sang et elle va arriver jusqu'à l'œil. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la biodistribution. Ça, on n'est pas certain que les molécules qu'on crible comme ça en culture, elles aient cette biodisponibilité pour aller jusqu'à la rétine. Mais donc là, on commence à en tester pour voir justement est-ce que quand on injecte ces molécules au niveau du ventre, est-ce qu'elles vont avoir cette capacité à aller jusqu'à la rétine et protéger la rétine. Donc c'est un peu tout le process sur lequel on est engagé et on espère bien en fait trouver des molécules très très efficaces et tout ça, c'est grâce beaucoup à Valérie Frado qui a trouvé ce mécanisme de dégénérescence. Et puis donc on a eu une étudiante en thèse, Manon Leclerc, qui a beaucoup travaillé sur tout ce criblage de molécules. Et puis de l'autre côté, on a eu Alexandre Dantel, qui est un ophtalmologue, un ophtalmologiste, et qui est étudiant en thèse. Et il était venu au début juste pour faire un master, rester 6 mois. Et puis il a commencé à travailler sur ce modèle de primate. Et là, ça l'a piqué au vif. Et donc il a décidé de rester avec nous pendant toute une thèse pour pouvoir caractériser ce modèle, parce que il ne pouvait pas partir en laissant
ce modèle d'un animal qui se rapproche en fait de la pathologie humaine. Et pour nous, c'était exceptionnel d'avoir un médecin qui pouvait vraiment comparer ce qu'il voit au quotidien en clinique chez des patients et puis ce qu'il voyait là sur l'animal. Voilà, donc ça c'est un peu cette histoire que je voulais partager avec vous. Vous voyez qu'on est sur le chemin et on espère qu'on aura bientôt des molécules qu'on pourra appliquer dans beaucoup de pathologies, puisque les cônes, en fait, il faut savoir qu'on les perd dans la rétinopathie pigmentaire, mais on les perd aussi dans le décollement de la rétine et on les perd aussi dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors c'est un peu ambitieux de se dire qu'on va traiter tout le monde, mais il faut savoir rêver. Donc voilà, on est des chercheurs, on rêve et on espère qu'on est sur le bon chemin. Voilà, merci beaucoup. Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait pas venir en relais avec tous ces étudiants, ces chercheurs qui comptent, qui trient, tout ça, pour que ça aille beaucoup plus vite? Alors, non. Alors, il y a déjà, en fait, depuis longtemps, des chimistes qui essayent de voir toutes les molécules qui sont actives partiellement, et puis de se dire, en fait, ça a l'air d'être ce groupement-là qui est très efficace, etc. Et d'arriver sur ces études comme ça, un peu sur les formes des molécules, de dire la molécule idéale, elle devrait être comme ça. Et donc, en fait, c'est un peu une forme d'intelligence artificielle sur en fait la molécule. Donc ça devrait, en fait, si on arrive à faire ça, justement, en ayant suffisamment de molécules qui sont actives, de se dire la molécule idéale, elle devrait être comme ça. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire du criblage et c'est pour ça que moi je milite auprès d'entreprises pharmaceutiques pour qu'elles nous donnent accès à leurs molécules. Parce que plus on en aura et plus on saura et plus on trouvera celles qui sont vraiment efficaces. Après, l'intelligence artificielle aussi, elle devrait nous aider parce que en fait, quand vous faites un essai clinique, vous voulez pouvoir démontrer une efficacité. Et maintenant, avec toutes les techniques d'imagerie, en fait, on peut très bien cerner la zone qui est lésée. Et l'idée, c'est que si on est capable de suivre un patient sur 2-3 ans, c'est de voir en fait comment la lésion elle évolue, c'est-à-dire comment en fait les photorécepteurs ils dégénèrent. Et l'intelligence artificielle, elle devrait nous permettre de modéliser ça et de dire en fait, voilà, pendant 3 ans, j'ai suivi le patient, il a évolué comme ça, et donc je peux anticiper que dans 2 ans supplémentaires, il sera à ce point-là. Et c'est là où l'intelligence artificielle devrait intervenir, parce qu'elle devrait nous permettre de calculer où le patient devrait être. Et l'idée de l'essai clinique, c'est de donner un médicament au patient et de regarder si justement, le médicament l'a empêché d'arriver au stade où en fait il devait aller, et que justement on a cassé cette évolution et que en fait on a perdu moins que ce que anticipait l'intelligence artificielle. Et par contre, il faut que sur des patients à qui on aurait donné le placebo, ces patients-là, ils arrivent bien au stade qui avait été anticipé. Et donc là, alors c'est malheureux pour celui qui a pris le placebo, mais là, en tout cas, on pourrait dire que le médicament est efficace. Et donc c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est de nous aider à planifier cette évolution et à être capable de montrer qu'il y a un effet thérapeutique. Et c'est vrai pour la rétinopathie pigmentaire, mais c'est vrai aussi pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et si en fait les techniques d'imagerie qui s'améliorent quotidiennement devraient nous permettre en fait de vraiment pouvoir
anticiper toutes ces évolutions pour tous les patients. Il y a peut-être d'autres questions dans la salle, hein. N'hésitez pas, hein. On peut vous donner le micro. Oui, oui. Alors, moi, ma question, c'était par rapport au comptage de photorécepteurs. Ouais. Vous le faites comment? Vous le faites à l'œil ou alors il y a un système de modèle, vous le faites mathématiquement? Vous le faites comment pour estimer ce nombre, en fait? Alors, quand on est in vivo, par exemple, sur les patients ou sur notre primate, on peut utiliser la technique qu'on appelle l'optique adaptative, où en fait, on voit individuellement tous les photorécepteurs à cône avec un point, en fait. Donc on peut les compter, c'est des points, on compte les points, et ça c'est déjà fait sur les rétinopathies pigmentaires. Il y a une américaine qui s'appelle Duncan qui l'a beaucoup fait. Oui. On peut le faire aussi dans le cas donc de vous le comptez vraiment par un contre, par un? Donc on peut le faire chez le patient. Et nous, quand on travaille avec des animaux en préclinique, on a l'opportunité de pouvoir euthanasier l'animal et après faire des coupes histologiques ou même mettre la rétine à plat, de faire un marquage immunocytochimique, c'est-à-dire qu'on utilise un anticorps qui reconnaît une protéine spécifique du cône. Et donc, en fait, on va colorier le cône. Et donc, après, on peut compter les cônes qui sont coloriés d'une certaine manière. Et donc, on peut le faire même sur une rétine qu'on met à plat. C'est-à-dire que la rétine, normalement, elle est courbe. Donc, on est obligé de la couper un peu comme une fleur. On appelle ça les pétales de la rétine. On aplatit la rétine. On la met à plat. Et maintenant, on a même une machine on passe, c'est comme un scanner. Oui. Et ça scanne tous les cellules qui sont en fait fluorescentes, c'est-à-dire qui sont coloriées. Et donc après, il y a même maintenant des systèmes automatiques de comptage de tous ces points coloriés. Et donc on peut compter combien il y a de photorécepteurs à cône quand on a fait un traitement, que ce soit sur les cultures ou que ce soit in vivo chez les animaux. D'accord, merci. D'autres questions? Attendez, j'arrive avec le micro. Non, c'est peut-être tout bête, mais le cône, quand il est dégénéré totalement, quand il est mort, par contre, il n'y a aucune possibilité, là. C'est des cônes déjà qui ne sont pas totalement morts, quoi. Alors, il y a deux possibilités. D'ailleurs, on avait, avec Boton Rosca, on avait travaillé sur la restauration visuelle de cônes qu'on avait dit dormants. Parce que parfois, il y a des photorécepteurs à cônes qui vont perdre la partie photosensible, c'est-à-dire le segment externe où, en fait, il y a le pigment visuel. Et donc, en tout cas, c'est vrai que quand le photorécepteur à cône est dégénéré, il est mort. Après, ce que certains essayent de faire, et Walter, je pense avec Olivier Gouraud, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est de la transplantation de photorécepteurs, par exemple. C'est prendre une couche de photorécepteurs et puis la couper, la rouler comme du tapis moquette et puis la mettre à la place qu'auraient dû occuper avant les photorécepteurs et de se demander est-ce qu'ils vont être capables de se reconnecter au tissu hôte. Donc ça, c'est tout. Il y a beaucoup de travaux sur ça. Je ne sais pas si Walter pourra dire un mot sur ça. Mais donc là, c'est toute une approche. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a parfois des photorécepteurs qui restent, on dit, dormants. Et l'idée, c'est de pouvoir les ressusciter, soit en utilisant des opsines qui viennent d'algues ou d'autres structures, soit de trouver un moyen pour qu'ils repoussent leur segment externe et leur segment interne. Donc ça sera une des questions, parce que là, par exemple, dans le modèle primate, en fait, on voit une diminution de l'épaisseur des couches des photorécepteurs. Donc on est certain qu'on perd certains des cônes, mais on ne perd pas toute la couche à des endroits. Donc à mon avis,
il doit rester des cônes dormants, c'est-à-dire qui ont perdu leur partie photosensible. Mais ce qui fait que l'animal, il a sûrement dans cette zone perdu la vue, parce que s'il n'y a pas la partie photosensible, ben, le photorécepteur, il ne sert à rien. Donc même s'il est présent, il n'est pas utile. Attends, il y a encore une question. Oui, on parlait là des cônes, et donc si j'ai bien compris, les rétinites pigmentaires et moi plus personnellement j'ai une choroïdérémie. Les bâtonnets sont cramés ou grillés de naissance ou petit à petit. Et est-ce que ça peut éventuellement, avec des gouttes ou des injections, un jour revenir? Alors, l'idée, c'est que s'adapter en fait, à la il y a beaucoup de personnes actuellement qui travaillent pour essayer d'éviter que les photorécepteurs à bâtonnets, c'est-à-dire ceux qui permettent de voir la nuit, ils disparaissent. Parce que souvent, en fait, il y a Sparring Vision qui a un essai clinique actuellement avec un facteur de survie des cônes, où en fait, ce qu'avait montré Thierry Leveillard, c'est que les bâtonnets, ils libèrent une protéine qui fait survivre les photorécepteurs à cônes. Donc en fait, comme si c'est un couple, le bâtonnet, il donne à manger au cône qui est son conjoint. Et donc là, quand les bâtonnets disparaissent, en fait, ben, il n'y a plus d'alimentation, c'est pourquoi le cône disparaît. Et donc Thierry avait proposé qu'on mette justement ce facteur de survie des cônes dans d'autres cellules par thérapie génique. Et ça, c'est un essai qui est en cours par Sparring Vision. Je ne sais pas s'ils sont là et s'ils présenteront. Et l'idée, c'est que de cette manière, le facteur trophique devrait permettre la survie des cônes. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui actuellement développent des thérapies géniques. Et je pense que c'est Isabelle qui en parlera juste après moi. C'est des thérapies innovantes pour faire en sorte que la mutation qui induit la perte des bâtonnets soit corrigée. Donc on va le voir, soit corrigée en remettant le bon code du gène, c'est-à-dire que quand le gène est muté, ben en fait on apporte une copie correcte, ou alors, de plus en plus, vous avez sûrement entendu parler de cette technologie qu'on appelle CRISPR-Cas9, et qui est en fait l'édition du génome, c'est-à-dire qu'on va introduire des protéines qui sont capables de venir réparer la zone qui est mutée. Et donc en fait, on va venir vraiment faire une réparation très locale. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, parfois, en fait, quand la protéine elle est produite, elle est nocive. En fait, quand il y a une mutation, ben, ça produit une protéine qui est toxique. Et là, l'idée, c'est d'utiliser des toutes petites molécules qui vont venir empêcher la production de la protéine pour éviter que cette protéine toxique elle soit produite et donc faire en sorte que le bâtonnet il survive. Et là, c'est plutôt ce qu'on appelle les oligonucléotides antisens. On vient comme ça bloquer tout le phénomène de traduction des protéines. Ok, merci. Donc vous voyez, il y a aussi beaucoup, et plus ça va, plus il y a d'entreprises. Et là, justement, on a eu une présentation sur tous ces essais cliniques. Il y a beaucoup d'essais cliniques actuellement. Et donc nous, on a pris une voie un peu différente en se disant qu'on allait essayer d'avoir une thérapie qui pourrait au moins prévenir la perte des cônes et qui pourrait être en fait synergique avec toutes ces approches. Oui, il y a un jeune qui veut. C'est bon ? Non, ben, oui. Non. Moi, je voulais juste vous demander, par rapport à votre étude là, que vous avez fait, merci pour la présentation, je voulais juste savoir à peu près quel est le délai à peu près d'une éventualité de mettre ça en place chez des patients. C'est à échelle... Enfin, la dimension de temps, moi, je
je découvre tout cet univers, Oui. donc c'était pour à peu près savoir. Bah, ça dépend. Si vous êtes venu avec votre chéquier et que vous me faites un chèque de 100 millions d'euros, là, aujourd'hui, je pense qu'assez rapidement, on peut aller vers un traitement. Mais si vous n'avez pas le chèque aujourd'hui, ça risque de prendre quand même un petit peu plus de temps. Et c'est vrai qu'on sait rarement exactement la durée entre des résultats comme ça, mais on peut quand même estimer que dans une période de l'ordre d'une dizaine d'années, on devrait avoir des produits qui arrivent chez les patients pour les traitements. Bah, après, justement, l'idée, c'est... Oui, mais je ne sais pas si vous savez, mais il a fait banqueroute récemment. Donc, oui, j'avais... Allez-y. Concrètement, comment est-ce que vous faites vous avez dit qu'on pouvait réparer les séquences qui étaient mutées. Comment vous faites pour réparer quand il y a juste un nucléotide qui ne va pas pour le changer? Ben, alors justement, c'est toute l'idée de ces technologies CRISPR-Cas. Je ne sais pas si... je pense qu'Isabelle Meunier ou Isabelle Odo seront plus à même d'en parler, parce que moi, je ne suis pas du tout généticien. Mais en fait, il y a des protéines qui réparent le génome, justement. Et donc, on leur donne une petite séquence d'ARN, d'ADN. Et en fait, cette séquence d'ADN, elle vient reconnaître la zone mutée dans le génome et elle vient faire la correction à cet endroit. Parce qu'en fait, on appelle cette séquence guide un peu d'ADN qui va trouver l'endroit où il faut faire la correction. Et l'enzyme va, quand elle voit que cette séquence vient se fixer à un endroit de l'ADN, eh bien, elle vient et elle fait la correction. Donc, en fait, c'est justement toutes ces... En fait, c'est des protéines qui ont été découvertes chez des micro-organismes et qui peuvent maintenant être utilisées pour faire ces réparations. Je crois qu'on a... Ah, merci.